Univers cinématographique, multivers, spin-off, préquel, suite, soft reboot, s'il y a bien un concept qui domine Hollywood depuis plus de 10 ans, c'est celui des franchises, et plus encore, la notion d'univers étendu. L'explosion du MCU en 2012 avec le premier Avengers s'est avérée si rentable que tous les gros studios se sont mis à rêver d'avoir eux aussi leur univers étendu, aussi lucratif que celui des super-héros Marvel et Disney. Et pourtant, la mode semble progressivement fatiguer tout le monde. Là où une simple poignée de cinéphiles et de cinéastes osaient critiquer l'hégémonie des super-héros et leur univers étendu, au risque de passer pour de gros élitistes jaloux aux yeux du grand public, aujourd'hui cette fatigue est devenue une norme. Les échecs récents de The Flash, Aquaman 2, de Marvels ou Ant-Man Quantumania sont des preuves évidentes de cette lassitude. Mais alors, pourquoi le Graal ultime de l'univers étendu est-il devenu un argument qui fait fuir? Comment en est-on arrivé là? Comme toujours avec le cinéma, il y a plusieurs raisons à explorer et la réponse n'est pas si simple. On pourrait blâmer les trop nombreuses tentatives ratées, le déplorable Dark Universe annoncé en grande pompe par Universal pour mourir lamentablement après un seul film complètement raté. Le chaos du DCU déchiré entre les pro-Snyder, les Yes Men de la Warner et des échecs artistiques flagrants. Le Monsterverse dont personne ne se soucie mais qui veut absolument continuer dans son coin comme s'il était important. Le Sony Spider-Man Universe qui... Bon, vous avez vu Morbius, vous avez vu les Venom, vous avez vu la bande-annonce de Madame Web, bon bah ça se passe de commentaires. Bref, pour un MCU qui a été fédérateur pendant très longtemps, combien d'univers pathétiques dont l'inutilité et le cynisme n'a pas trompé une seule fois la vigilance du grand public. Deuxième point, l'aspect transmédia trop exigeant. Là où vous pouviez être à jour dans le MCU avec les 3 films annuels, aujourd'hui vous devez absolument voir les 10 séries Disney+ complémentaires pour tout comprendre. Et puis cette surprésence médiatique, elle tue l'événementiel. Regardez Star Wars, là où il fallait attendre des années avant de revoir un film, on a eu 4 séries live entre 2022 et 2023. Qu'est-ce qui rend encore spécial cet univers? Qu'est-ce qui justifie de se déplacer en salle alors qu'on revoit l'univers, les personnages, tout plusieurs fois par an sur son téléphone ou sur son ordinateur? Et enfin, la dévitalisation des univers étendus. Même le MCU, autrefois tout puissant, épuise son public à grands coups de films particulièrement médiocres et sans âme. À croire que raconter en boucle les mêmes histoires avec les mêmes personnages qui n'évoluent quasiment jamais finit par lasser. Pour une trilogie aboutie comme les Gardiens de la Galaxie, combien de Ant-Man dispensables? Combien de Marvels? Combien de Thor, Love and Thunder? Et pourtant, même si on en a tous marre, j'ai tendance à croire que le concept d'univers étendu en lui-même n'a rien de mauvais. Au final, le public en a marre des films et séries médiocres, des concepts qui n'existent que pour justifier plus d'abonnements à une plateforme, plus de ventes de tickets de cinéma, sans aucun autre intérêt que de générer du contenu et de l'argent évidemment. Et c'est justement là que je suis tombé sur un univers étendu complètement fou dont je voulais absolument vous parler. Alors vous, qui n'en pouvez plus du MCU et compagnie, laissez-moi vous présenter le LCU. Et profitons-en pour décrypter pourquoi cet univers-là est si rafraîchissant. Alors prenez place pour ce nouvel épisode de Cinéscope. Je m'appelle Clem et spécial dédicace à Achille. Alors déjà, le LCU, qu'est-ce que c'est? Ça faisait un moment que je ne vous avais pas fait voyager du côté du cinéma indien, alors c'est parti. Bienvenue à Kollywood, le cinéma tamil produit dans le sud de l'Inde. Ces dernières années, et c'était particulièrement visible en 2023, Kollywood se démarque par sa créativité, son ambition et ses blockbusters d'action complètement tarés. Petit aparté au passage, allez voir Jigartanda Double X. Ce film est sorti en 2023, c'est mon immense coup de cœur de l'année passée, toute industrie confondue, c'est incroyable. Revenons au LCU. Pourquoi est-ce que c'est selon moi le pinacle absolu de cette émulsion du cinéma hollywoodien? Le LCU, c'est le Lokesh Cinematic Universe, aussi connu sous le nom de Lokiverse. Cet univers étendu compte à ce jour 3 longs métrages, Kaiti, sorti en 2019, Vikram, sorti en 2022, et Léo, sorti en 2023. Tous ont été réalisés par un seul homme, Lokesh Kanagaraj.
Pour présenter rapidement les films, dans Kaiti, on suit l'histoire de Dilly, un prisonnier tout juste libéré qui doit conduire à l'hôpital un camion rempli de flics empoisonnés s'il veut retrouver sa fille de 10 ans. Le film entier se déroule en une seule nuit et fait office d'immenses courses-poursuites nocturnes. Vikram nous raconte l'histoire de Vikram, un agent secret porté disparu qui luttait contre un narcotrafiquant nommé Sandhanam qui règne en maître sur la pègre de Chennai. Et enfin avec Léo, on suit le parcours de Parthiban, un père de famille qui tient un café dans les montagnes du district de Shimla et qui va être entraîné dans une spirale de violence alors qu'un groupe de criminels le prend pour Léo, un gangster que l'on croyait mort depuis des années. Et on a déjà un premier indice de ce qui rend l'univers si passionnant dans son nom. Je répète, le Lokesh Cinematic Universe, réalisé par Lokesh Kanagaraj. L'univers étendu ne porte pas le nom d'une marque déposée, d'une saga, d'un studio, il porte littéralement le nom de son cinéaste. Ça en dit long sur le concept du LCU. Offrir une vision sans concession, celle d'un jeune cinéaste ultra créatif et ambitieux qui a une liberté totale de création sur son œuvre et son univers. Oubliez les grands noms comme Sam Raimi ou Chloé Zhao qui se font effacer par le MCU. Oubliez l'éviction de Zack Snyder par la Warner. Ici, l'univers appartient au cinéaste et il en est le seul maître. Fort du succès des précédents films, Lokesh Kanagaraj a d'ailleurs monté sa propre maison de production en fin d'année, histoire d'être définitivement le seul maître à bord de son projet. Et cette vision artistique précise, elle se retrouve dans la mise en scène comme dans l'écriture. Le LCU explore des personnages à l'identité double, au passé trouble, qui doivent affronter des obstacles démesurés. La logique de chaque récit est une gradation du spectacle, qui démarre sur une tension intense et finit généralement par une explosion de violence absolument inouïe. Le dénouement de Léo est certainement le body count le plus fou que j'ai vu dans un film d'action depuis des années. Même John Wick 4 paraît petit bras à côté de Léo. Chaque film semble être animé par cette envie irrésistible de repousser les limites dans la fluidité de la mise en scène de l'action. Des plans au drone vertigineux, des plans séquences démentiels, du vrai grand spectacle artisanal qui n'existe que pour surpasser la générosité et la suprématie technique du précédent volet. Sans oublier une utilisation du Mokobot ultra créative. Lokesh Kanagaraj ne se repose pas sur une recette toute prête, ce n'est pas du réchauffé. À l'instar d'un SS Rajamouli dont on avait parlé pour analyser Triple R, le cinéaste tamil met une sincérité folle dans ses projets. Et même quand l'écriture ne suit pas toujours, c'est le cas notamment pour Léo, qui a des gros problèmes de rythme et de caractérisation, on voit tellement le cinéaste se donner corps et âme pour créer l'expérience violente ultime qu'on ne peut être qu'assommé par la brutalité exceptionnelle du spectacle. Dans cette volonté de toujours repousser les limites de son cinéma, Lokesh Kanagaraj s'assure que chaque film est une identité visuelle radicalement différente. Oubliez la palette sombre et bouillie numérique du DCU, oubliez la palette terne et bouillie numérique du MCU, les trois films du LCU sont immédiatement distinguables les uns des autres. Dans Kaiti, on note un travail incroyable sur l'éclairage et l'obscurité. On ressent comme jamais cette nuit dense, épaisse, à la chaleur humide qui vient coller au corps en sueur, nous fait ressentir la fatigue d'un personnage taiseux à bout de souffle avant même que le récit ne commence. Vikram s'intéresse aux couleurs chaudes. On retiendra quelques séquences nocturnes, mais elles sont bien plus lumineuses. Il y a une esthétique bouillonnante à l'écran, comme de la lave en fusion qui viendrait jaillir sur les explosions de violence et autres fusillades. Et à l'inverse, Léo est beaucoup plus froid, particulièrement sur toute sa première partie qui se déroule uniquement dans les montagnes enneigées. La colorimétrie joue sur des couleurs plus pâles, elle nous fait ressentir la froideur d'un personnage totalement distant émotionnellement et dont les accès de brutalité se font dans un détachement total. Ma petite théorie de fan, c'est d'ailleurs que le personnage principal finira par devenir un des méchants principaux de cet univers étendu, tant il pousse à fond l'ultra-violence débridée sans le moindre état d'âme, mais ça reste une théorie. Même du côté des influences cinéphiles, chaque film aborde des genres différents derrière un vernis de blockbuster d'action. Kaiti va tenter de marier le côté huis clos ultra tendu du Assaut de John Carpenter à une course-poursuite incessante façon Mad Max, le tout avec une approche résolument western dans la caractérisation et l'iconisation des personnages, bons comme mauvais.
En interview, Lokesh Kanagaraj déclarait à l'époque que ses deux inspirations principales étaient Piège de cristal, pour l'aspect tension qui se condense en une seule nuit, et le film tamil Virumandi, notamment pour le charisme de ses personnages atypiques et l'écriture millimétrée. Le plus beau, c'est que cette pluralité d'inspiration, elle ne donne pas l'impression d'un pot pourri ultra référencé, mais plutôt d'un film à la richesse folle. C'est justement parce qu'il se permet de jongler entre tant de genres et de registres que Kaiti est une expérience immersive si prenante, qui ne nous laisse pas respirer jusqu'à sa dernière seconde. Et en termes d'écriture pure, c'est pour moi le meilleur film de l'univers. Le scénario est condensé, on ne respire pas, c'est prenant, les personnages sont passionnants, vraiment c'est la porte d'entrée idéale pour cet univers. Vikram va lui aussi s'inspirer de Virumandi, mais aussi Satya et un film des années 80 qui s'appelait déjà Vikram, 3 classiques du cinéma hollywoodien, dont il reprendra d'ailleurs l'acteur principal, Kamal Hassan. Cette fois-ci, le film va flirter plus ouvertement du côté du pur polar énervé. Tout le premier segment n'est essentiellement qu'une enquête pour trouver où se trouve le mystérieux agent Vikram et qui se cache derrière un groupe de vigilantes. Le directeur de la photographie Girish Gandharan cite le travail de Roger Deakins en inspiration principale, notamment pour The Dark Knight, Skyfall. Excusez du peu, les inspirations visuelles sont quand même plutôt bien placées. Mais difficile de ne pas penser à la scène de Chow Yun-fat avec le bébé dans À toute épreuve de Choyark face au climax complètement délirant dans lequel Kamala Hassan doit lutter contre toute une armée avec un bébé dans les bras. Mixer héritage indien, inspiration hollywoodienne et âge d'or du cinéma hongkongais sans jamais oublier de se forger une identité propre, unique, c'est ça l'immense force de Lokesh Kanagaraj et de son LCU. Si on prend le film dans son ensemble, Vikram me semble être le plus abouti du LCU dans son aspect film grand spectacle qui mêle à la fois prouesse technique, écriture solide et personnages ultra charismatiques. Et enfin, on arrive sur Léo. Cette fois-ci, c'est encore différent. Le film est annoncé d'entrée de jeu comme un remake très libre de A History of Violence de David Cronenberg. Mais clairement, on est sur une version totalement cramée et violente qui remplace la tension par du combat spectaculaire, parmi ce qui s'est fait de plus insensé et jouissif dans le genre depuis les 2 raids de Gareth Evans pour ma part. Comme je le disais plus tôt, c'est sûrement le volet le plus imparfait et le moins bien écrit du lot. Et j'avoue que mon premier visionnage avait même été une semi-déception tant j'en attendais beaucoup, mais j'ai fini par le réévaluer avec un revisionnage. Sa grande force, c'est qu'il compense par un sens du spectacle irrésistible et une énergie folle. Et accessoirement, une des seules séquences dansées de tout le LCU qui rappelle pourquoi le cinéma indien sait faire des séquences musicales mieux que tout le reste du monde. Léo est bien plus axé pur film d'action que les précédents. Mais là encore, Lokesh Kanagaraj ne se refuse rien. Un segment film de procès, un court mélodrame familial, de l'action ultra bourrine qui écrase tout sur son passage, des antagonistes trafiquants de drogue mais superstitieux qui pratiquent le sacrifice humain, une hyène domestique. Là encore, ça fourmille tellement d'idées à la seconde qu'on n'a rien vu de plus fou et plus inventif depuis le cinéma hongkongais des années 80-90. En à peine 3 films, cet univers étendu permet de comprendre toute la personnalité d'un cinéaste reconnaissable entre 1000, tout en se renouvelant à chaque volet. Bien évidemment, le fait que chaque film traite pour le moment d'un personnage différent aide à les rendre uniques, mais c'est vraiment le renouveau thématique et stylistique qui permet de garder toute notre attention. Plutôt que de chercher à uniformiser son univers, Lokesh Kanagaraj repousse les limites, expérimente, se renouvelle constamment. Un autre point majeur à mes yeux, c'est que cet univers ne va pas s'étendre indéfiniment. Le cinéaste a déjà précisé en interview sa vision complète de l'histoire et elle se limite visiblement à 7 longs métrages. Actuellement occupé par un projet qui n'a rien à voir avec cet univers, Lokesh Kanagaraj va revenir pour Kaiti 2, puis Léo 2, puis Vikram 2 et enfin un grand film final consacré à Rolex, l'antagoniste inoubliable et monstrueux de charisme qui apparaît à la fin de Vikram. Pas question pour le cinéaste d'étendre son récit sur 15 arcs narratifs, 12 séries et 20 ans de long métrage. En 7 films, tout est censé être plié. C'est déjà très conséquent, il y a largement de quoi raconter et se renouveler sur une saga de 7 films. Mais ça reste tout de même raisonnable et bien pensé quand on fait face à des univers étendus interminables à Hollywood. Et c'est peut-être là tout l'intérêt de confier les clés d'un univers à un seul cinéaste. Contrairement au gros studio, il ne va pas pousser les limites de son univers jusqu'à épuisement. Son objectif sera au contraire de quitter le public au sommet de l'excitation et de l'engouement. Pas de récupérer les derniers billets jusqu'à ce que plus personne ne veuille entendre parler du LCU.
Et ça, mine de rien, ça se fait rare. Combien de séries qu'on adorait ont commis la saison de trop juste pour conserver de l'audimat? Combien de suites inutiles? Combien de revival nostalgiques dispensables? Même quand on tue littéralement le héros qui donne le nom à une saga, on continue de nous teaser d'éventuelles suites. Alors forcément, la promesse d'une fin concrète, définitive, ça rend un univers étendu bien plus concret et original. On s'attache aux personnages, on profite de chaque film restant parce qu'on sait que l'expérience est limitée. Elle aura une fin et elle est déjà réfléchie. Et puis il y a un tout dernier point, c'est un univers étendu certes, mais pour le moment les connexions restent légères. C'est évidemment bien mieux de tout découvrir dans l'ordre, et je vous conseille vraiment de le faire, mais chaque opus se regarde comme un standalone. Chaque long métrage est abouti, suit une narration précise, complète, se suffit à lui-même en tant qu'œuvre. Je sais que ça fait débat, mais c'est un des points qui fait que j'ai eu du mal avec Across the Spider-Verse, malgré la beauté incroyable de son animation. Contrairement au premier volet, j'ai quitté un film inachevé, inabouti. Un morceau de scénario qui faisait plus office d'annonce d'un troisième volet que de réelle expérience complète. Et ça, à mes yeux, c'est ce qui doit absolument caractériser une œuvre de cinéma. Contrairement à une série, un film c'est une œuvre totale, pas un épisode filler qui permet de satisfaire notre temps de visionnage avant qu'il ne se passe quelque chose de réellement intéressant. Les liens entre Kaiti, Vikram et Léo sont surtout là pour satisfaire les fans. On fait la chasse au clin d'œil, on lance plein de théories pour savoir comment l'univers va évoluer, on essaie de voir comment ces trois personnages vont finir par tous se croiser, l'attente des suites n'en est que décuplée, mais aucun de ces trois films n'oublie d'être une expérience satisfaisante. Si jamais l'univers s'arrêtait avant le volet final, on serait forcément déçu, mais on ne quitterait pas un brouillon inachevé. On aurait toujours des films incroyables qui constituent une des filmographies les plus folles chez un cinéaste de blockbuster à l'heure actuelle. Alors au risque de me répéter, peut-être qu'il est plus que jamais temps pour un Hollywood en chute libre d'apprendre des autres industries. Et si le changement doit venir de Hollywood, alors c'est tant mieux. Un immense merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci de votre soutien, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir le LCU si vous ne le connaissiez pas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, j'ai vraiment besoin de vous et de votre aide pour que cette chaîne continue à vivre. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire, merci beaucoup et on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Na ready da varava